Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle conférence en ligne proposée par VK. Aujourd'hui, nous traiterons de la loi de finances 2014 et de la loi de finances rectificative pour 2013 et de leurs conséquences pour les finances des collectivités. Pour ce faire, nous accueillons Pierre-Olivier Offert, qui est consultant spécialisé en finances territoriales auprès des collectivités, également collaborateur avec VK depuis plusieurs années, notamment sur l'ouvrage pratique des finances territoriales. Pierre-Olivier, bonjour. Bonjour. Alors avant de vous laisser la parole, je vais donner quelques petites précisions à nos auditeurs sur le déroulement de cette webconférence. Au cours de celle-ci, vous pourrez vous poser vos questions via la fenêtre questions dans l'interface GoToWebinar sur la droite de votre écran. Je récupérerai les questions et je les transmettrai à l'oral à Monsieur Offert, soit au fil de la conférence, soit à la fin, au cours d'une séance de questions-réponses. Donc ne coupez pas, ne partez pas trop vite à la fin de la présentation, puisqu'on aura donc une séance de questions-réponses. Si d'aventure vous aviez d'autres questions à l'issue de la conférence qui vous viendraient à l'esprit, vous pourrez les poser via le forum VK à l'adresse www.vk.fr/forum/. Je répète, www.vk.fr/forum/. Et donc Monsieur Offert y répondra dans les jours à venir. Sachez également que vous serez invité à participer au cours de cette conférence, puisque la présentation sera ponctuée de 3 sondages. Et enfin, dernière information, avant de vous laisser la parole, la conférence donnera lieu à un enregistrement qui sera donc mis en ligne prochainement et dont le lien vous sera bien sûr envoyé pour que vous puissiez la revivre en différé. Voilà, Pierre-Olivier, c'est à vous, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Et bien donc, je vous propose de démarrer donc cette conférence sur la loi de finances pour 2014 et la loi de finances rectificative pour 2013, où nous axerons plus particulièrement notre analyse sur les mesures ayant un impact financier ou fiscal pour les collectivités. Alors, donc, je suis Pierre Viaufer. Cette présentation a été réalisée par le cabinet Exphilo en partenariat avec WECA. Cabinet Xphilo, en fait, est un cabinet de conseil en finances locales et intercommunalité. Nous réalisons des diagnostics financiers, des analyses financières et fiscales, et accompagnons l'intercommunalité dans son développement, c'est-à-dire à la fois sur la mise en place de pactes financiers et fiscaux, mais aussi sur des fusions, dissolutions, créations et tout ce qui a lieu et, à son évolution en termes de périmètre. Pour cette conférence, donc, je vous propose de démarrer tout d'abord par un bref rappel sur la situation financière de l'État, ce qui nous permettra d'avoir des perspectives d'évolution et une anticipation des évolutions des dotations au-delà de 2014. Ensuite, nous aborderons le principe de l'amélioration de la DGF qui a été introduite dans la finance pour 2014. Et puis nous verrons les différentes autres mesures, qu'elles soient relatives à la DGF ou des mesures fiscales. Alors sur le cadre général de la situation financière, nous sommes dans une situation, on le sait, relativement complexe. Et pour l'exercice 2014, tel qu'il figure dans la loi de finances, on s'oriente vers un déficit budgétaire de l'État de 74 milliards d'euros. Sur l'écran qui est à votre sur le tableau qui est à votre écran, on a une présentation du budget de l'État en deux sections, une section de fonctionnement, une section d'investissement, donc la présentation habituelle des collectivités. On s'aperçoit que le budget de l'État en section de fonctionnement, c'est 297 milliards d'euros de recettes pour 355 milliards d'euros de dépenses. Donc déjà, en termes d'analyse financière et pour faire le comparatif par rapport aux collectivités, la capacité d'autofinancement de l'État est déficitaire à hauteur de 58 milliards. Si à cela, on ajoute le remboursement de dette de 105 milliards, l'épargne nette qui est en principe les marges de manœuvre dégagées sur la section de fonctionnement pour autofinancer les investissements, elle est négative à hauteur de 163 milliards. On le voit en section d'investissement, les dépenses de l'État, c'est en investissement 17 milliards,
pour couvrir le déficit de la section de fonctionnement, l'État a besoin d'emprunter 174 milliards d'euros. Donc une très grande partie de ces dépenses de fonctionnement sont financées par emprunt. L'État est dans une situation très difficile, de manière récurrente, puisque finalement sur sa section de fonctionnement, il y a déjà 60% de ses dépenses qui sont relatives à du personnel, de la dette, le reversement à l'Union européenne. Et dans les 40% restantes, qui ne sont pas pour le moins incompressibles, il y a principalement en fait les dépenses d'intervention à hauteur de 20%, quelques investissements hors dette à hauteur de 4%, et le reversement aux collectivités, qui représente donc 48 milliards sur les 74 milliards, à comparer aux 74 milliards de déficit budgétaire. Le déficit budgétaire, c'est, en termes de notion du traité de Maastricht, c'est l'individualisation des déficits publics. Le déficit public, c'est au niveau de la nation. Le déficit budgétaire s'observe collectivité ou structure par structure. Le déficit budgétaire, c'est l'ensemble des recettes, moins les produits de cession, et moins la dette, moins toutes les dépenses hors remboursement de la dette. Donc on a deux manières de le calculer, soit l'ensemble des recettes hors dette, moins les dépenses hors dette, soit les emprunts souscrits, moins tout ce qui est relatif au remboursement de la dette. Et donc le déficit budgétaire, c'est l'augmentation de l'encours de dette d'un acteur public. Et donc, contrairement à des idées reçues, tout acteur public qui emprunte plus une année donnée qu'il ne rembourse de dette, qu'il ne rembourse d'emprunt, est en situation de déficit budgétaire. Donc en soi, le déficit budgétaire, ce n'est pas un indicateur de mauvaise santé financière, c'est simplement un indicateur d'endettement. Quelqu'un qui est en déficit public, en déficit budgétaire, c'est une collectivité, c'est une structure qui s'endette. Par contre, la récurrence pluriannuelle, là, commence à poser problème puisque l'encours de dette augmente. Donc, on a sur ce schéma la présentation de la définition du déficit public, et donc du déficit budgétaire pour un acteur donné, en fonction, donc on le voit bien, des recettes et des dépenses en dette ou de l'emprunt. Le déficit public, finalement, ce n'est que l'augmentation de l'encours de dette. Au cours des dernières années, sur les 2 dernières décennies, les collectivités locales ont été en situation d'excédent budgétaire entre 1997 et 2003, ce qui a permis de contrebalancer le fort déficit de l'État à cette même période, et ce qui a notamment facilité et permis que la nation française respecte le critère de déficit de 3% du PIB. On le voit, depuis 2003, les collectivités locales se sont réendettées pour financer leurs dépenses, pour financer leurs interventions, et mécaniquement ne jouent plus ce rôle de balance, de contrebalance du déficit de l'État. Quelle perspective d'évolution? Eh bien, on a d'un côté une situation de l'État qui est très dégradée, peu de marge de manœuvre, et pour autant un engagement et un besoin de respecter les critères du traité de Maastricht, et notamment du déficit de 3% du PIB. Et on le voit bien avec les annonces du président et dans les discussions parlementaires, l'État va être obligé de réduire encore plus fortement la dépense publique, et au niveau de ses propres interventions, il se trouve relativement limité. Il lui reste, pour réduire les dépenses publiques, à s'attaquer aux collectivités locales et à la sécurité sociale. Donc du point de vue des collectivités, on peut déjà s'attendre à un prolongement de la diminution de la dotation globale de fonctionnement au-delà de 2015. Au mieux, on restera en 2016 sur les niveaux de diminution, sur les niveaux de minoration existants en 2015. Il est quand même probable que cette diminution soit amplifiée en 2015 ou pour les années suivantes. L'objectif, c'est de contraindre les collectivités à diminuer leurs propres dépenses
pour les obliger à être en situation d'excédent budgétaire et ainsi contrebalancer, au moins en partie, les déficits budgétaires de l'État. Donc, une situation de désendettement des collectivités est recherchée par l'État. Un des premiers sondages qui est proposé, je vous le cite, pensez-vous qu'en 2015, la minoration de la DGF sera de moins de 1,5 milliard d'euros, comme prévu, ou sera plus importante qu'1,5 milliard d'euros, notamment vis-à-vis du discours du président et de la recherche d'économie de 50 milliards. Donc nous allons attaquer l'analyse de la loi de finances par la mesure phare de cette loi de finances, c'est la minoration de la DGF. Donc, à compter de 2014, le montant de la dotation forfaitaire pour les communes, de la dotation d'intercommunalité et de la DGF des départements et des régions va être minoré de 1,5 milliard. Pierre-Olivier, oui. on va attendre que nos auditeurs aient fini de voter avant de continuer, s'il vous plaît. Là, le sondage est en route. Pour l'instant, on est à 70% de votants. Donc, je vous laisse encore quelques secondes pour voter. Et après je lancerai les résultats. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions pendant ce temps-là si vous en avez déjà par la fenêtre questions sur l'interface GoToWebinar. Et puis on y répondra soit pendant ces moments-là de sondage, puisqu'on a un peu de temps du coup, soit à la fin de la conférence. Alors, je vais fermer le sondage. Je vois qu'à peu près tout le monde a voté et lancer les résultats. Alors, donc selon 78% des votants à ce sondage, eh bien, la minoration de la DGF sera plus importante que 1,5 milliard d'euros. Et seuls 23% des votants donc considèrent qu'elle sera de moins 1,5 milliard d'euros, donc comme prévu. Alors Pierre-Olivier, si vous avez un commentaire à faire sur ces résultats, je vous en prie. J'ai un peu biaisé le sondage dans le sens où j'ai expliqué un peu avant qu'il était très probable qu'on aille vers une amplification des minorations des DGF pour permettre de trouver les économies budgétaires. Ok, voilà. Bon bah ça sera, on va dire que c'était un test d'attention pour nos auditeurs. Ok, je vous laisse continuer votre présentation. Merci. Donc sur la minoration de la DGF et des 1,5 milliard, elle a été répartie entre les différentes catégories de communes, notamment au vu des recettes de fonctionnement de chaque catégorie. Donc elle sera de 588 millions en moins pour les communes, 255 millions en moins pour les EPCI, 476 millions en moins pour les départements et 184 millions de minoration pour les régions. Alors, par catégorie de collectivités, la minoration de la DGF pour le bloc local, donc les communes et les EPCI, sera répartie au prorata des recettes réelles de fonctionnement du budget principal, c'est ce que nous dit la loi, minoré des atténuations de produits et minoré du produit des mises à disposition de personnel dans le cadre de la mutualisation de services avec le PCI. Cette minoration de la DGF, ça sera donc le prorata de ces recettes, des recettes de chaque collectivité, on l'a vu avec les minorations, par rapport à l'ensemble des recettes réelles de fonctionnement du budget principal, des communes, ou par rapport à l'ensemble des recettes réelles des EPCI. La loi indique que seront pris en compte les recettes, les dernières recettes connues au 1er janvier, et donc très probablement, si l'on se fie sur ce qui est fait sur la DGF, on sera sur une situation N-2, donc pour 2014, les recettes 2012. Pour le calcul de la minoration de la DGF d'une commune, il faut donc comparer d'un côté l'ensemble des communes au niveau de leur recette réelle de fonctionnement du budget principal. L'édition 2013, qui se base donc sur les données de l'année précédente des collectivités locales en chiffres de la DGCL, nous indique que les recettes réelles de fonctionnement du budget principal des communes, c'est 77 milliards, moins 9 milliards 6 d'atténuation de produits, principalement attribution de compensation et DSC. On n'a pas d'informations sur les prestations de services mutualisation. On a donc au niveau des communes
un ensemble de recettes de fonctionnement de 67 milliards. On sait que le prélèvement sera de 588 millions, à comparer aux 67 milliards d'euros de recettes des collectivités. Donc pour chaque collectivité, pour chaque commune, la minoration de la DGF sera de 0,8% de ses propres recettes réelles de fonctionnement du budget principal. On est encore sur une estimation. Il est probable que le véritable taux soit légèrement inférieur du fait de la prise en compte des produits de service dans le cadre des remboursements de mise à disposition dans le cadre des mutualisations, mais nous devrions en être assez proches. Pour un PCI, bien principe, l'ensemble des recettes réelles du fonctionnement après l'atténuation de produits, donc ACDSC, c'est 23 milliards. Le prélèvement national de 252 milliards rapporté à l'ensemble des recettes réelles de fonctionnement, ça nous donne un ratio de minoration de la dotation d'intercommunalité de 1,1% des recettes réelles de fonctionnement de chaque EPCI. Donc commune et EPCI, vous pouvez très facilement estimer la minoration de votre DGF en 2014 comme un pourcentage de vos recettes réelles de fonctionnement. 0,8% pour les communes, 1,1% pour les EPCI. Alors, on voit que la définition des recettes réelles de fonctionnement pose quelques difficultés. Tout d'abord, la première, c'est que nous sommes restreints aux recettes réelles de fonctionnement du budget principal. Les recettes réelles de fonctionnement à prendre en compte donc, du budget principal créent des distorsions, notamment vis-à-vis de la gestion par budget annexe en fonction des services. L'exemple le plus courant étant le service de gestion des ordures ménagères. Une collectivité qui gère son service par la ROM doit suivre ses dépenses dans un budget annexe, et donc la recette, la ROM, ne sera pas comptée dans les recettes de fonctionnement qui servent au calcul de la minoration, alors qu'une collectivité qui gère son service OM par la TOM n'a pas cette obligation, et la plupart du temps, la TOM se situe dans le budget principal, et donc vient majorer les recettes réelles de fonctionnement, et donc la minoration. On voit donc que les collectivités en TOM seront un peu défavorisées, par exemple, par rapport à celles en ROM. Donc, en l'état actuel, on peut réduire la minoration avec un décalage de 2 ans, donc un effet 2014 sera un impact pour 2016, si d'ici là la définition n'est pas changée. On pourrait diminuer la minoration en sortant la TOM du budget principal. D'autre part, dans les recettes réelles de fonctionnement, il y a des produits exceptionnels. Par exemple, les produits de cession d'immobilisation, les indemnités sinistres, les modes annulés. Il y a aussi le rôle supplémentaire sur les contributions directes qui font partie des recettes réelles de fonctionnement. Et donc qui vont venir majorer les recettes et donc l'amélioration d'une collectivité sans pour autant que ça ne traduise réellement, j'ai envie de dire, sa situation financière et le vrai montant de ses recettes. Une collectivité qui, une année donnée, vend son patrimoine, augmente ses recettes et du coup subirait une minoration de la DGF un peu plus importante. Donc, dans le cadre de la préparation budgétaire, on sait que pour 2014, la minoration de la DGF, c'est 0,8-0,9 pour les communes et 1,1% des recettes réelles de fonctionnement pour les EPCI. Cette minoration est à compter de 2014. Nous savons déjà qu'en 2015, il est prévu de doubler cette minoration. Elle est de 1,5 milliard en 2014, elle passe à 3 milliards en 2015. Donc dans vos prospectives et dans vos perspectives budgétaires, pour 2015, vous pouvez d'ores et déjà passer sur une minoration de 1,6% de vos recettes pour les communes et de 2,2% pour les EPCI. La loi apporte quelques précisions pour des cas particuliers, notamment le cas des communes nouvelles qui ont été créées avant le 1er janvier 2014 et qui seront dispensées de cette minoration. Pour les communes nouvelles créées après le 1er janvier 2014, seules seront dispensées les communes de moins de 10 000 habitants. D'autre part, en cas de changement de périmètre de PCI au 1er janvier 2014, difficulté se présente puisque du coup le périmètre de l'EPCI L-2, qui sert de base au calcul des recettes réelles de fonctionnement, va être différent. La loi prévoit que les recettes des anciens EPCI sont ventilées entre les communes membres au prorata de leurs recettes réelles de fonctionnement. Puis, les recettes
du nouvel EPCI, les recettes N-2 sont reconstituées en fonction du nouveau périmètre. Donc les recettes de fonctionnement 2012 des anciens EPCI sont ventilées commune par commune, au prorata des recettes de fonctionnement de chaque commune, et on reconstitue ainsi le périmètre du nouvel EPCI pour avoir un chiffre sur les recettes réelles de fonctionnement N-2 du nouvel EPCI issu de la fusion. Dans le cas des régions, la minoration de la DGF est répartie différemment entre les régions de métropole et d'outre-mer. La part de la minoration des régions d'outre-mer est calculée au prorata de la population totale des régions, minorée de 6%. Et le solde de cette minoration constitue la minoration pour la DGF des régions de métropole. On proratise déjà à la population la minoration de la DGF. Dans les deux cas, ensuite, une fois qu'on a calculé les deux enveloppes, la minoration est répartie entre groupes de régions au prorata des recettes totales du budget principal. Donc, contrairement au bloc local, on prend en compte l'ensemble des recettes, c'est-à-dire y compris les recettes d'ordre et y compris les recettes d'investissement, et donc y compris l'emprunt. Donc ça pose encore des questions, puisque les recettes d'ordre sont des écritures budgétaires neutres par essence, équilibrées par une dépense, et donc qui viennent simplement gonfler effectivement les recettes totales d'un budget. D'autre part, l'emprunt, c'est déjà une situation de déficit, donc les régions sont d'autant plus pénalisées qu'elles sont en déficit et qu'elles empruntent. La part de la minoration des régions d'outre-mer a été mentionnée dans le projet de loi de finances 2014 à 2,9%. Or, lorsqu'on regarde les chiffres de population premier en janvier 2014, c'est déjà en fait le ratio simplement de la population avant minoration. Donc il semble que le ratio de la minoration affectée aux régions d'outre-mer soit plus proche des 2,70%, ce qui donnerait une minoration de 4,9 millions à répartir en fonction des recettes entre les régions d'outre-mer par rapport aux 184 millions de minoration totale. La minoration de la DGF des départements, maintenant, alors, elle suit une logique différente puisque elle est péréquée. Elle est répartie entre les conseils généraux en fonction de la population pondérée par l'indice synthétique, et cet indice est composé à 70% de l'écart de revenus à l'habitant et à 30% de l'écart du taux de taxe foncière sur les propriétés bâties. Donc, la minoration sera d'autant plus importante que le revenu à l'habitant est supérieur à la moyenne nationale, et la population est aisée, et que le taux de foncier bâti est inférieur à la moyenne nationale. Les autres mesures relatives à la dotation globale de fonctionnement. Donc, une fois que l'on a vu cette minoration, qui s'applique après la répartition de la DGF, l'enveloppe globale de la DGF est en réduction de 3,34% du fait de cette minoration. Les variables d'ajustement, c'est-à-dire les compensations fiscales, aux 4 taxes directes locales, seront en réduction de 22%. Les autres enveloppes, notamment pour la péréquation des communes, DSU, DSR, progresseront en 2014 moitié moins qu'en 2013. Alors, il s'agit ici de la progression fixée par la loi de finances. Maintenant, le comité des finances locales, qui se réunit le second mardi de février, a la possibilité de majorer ces progressions en diminuant un peu plus fortement les variables d'ajustement et donc les compensations fiscales. Donc, il faudra attendre la réunion du comité des finances locales pour savoir comment évolueront la DSU, la DSR, la DNP et dotation de péréquation des communes. L'autre bloc impacté par la loi de finances pour 2014, c'est la péréquation horizontale avec le FPIC et le Fonds de solidarité de la région Île-de-France. Le fonds de péréquation, donc des ressources intercommunales et communales, qui a été mis en œuvre en 2012, est donc un fonds de répartition entre collectivités territoriales. Les ressources progressent chaque année pour atteindre 1 milliard à horizon 2016, donc 570 millions en 2014, en progression de 58% par rapport à 2013, 780 millions pour 2015, en progression de 37%, et 1 milliard en 2016, en progression de 28% par rapport à l'année précédente. Donc dans vos prospectives budgétaires, toutes choses égales par ailleurs, et notamment à périmètre de l'EPCI et à potentiel fiscaux et efforts fiscaux inchangés, vous savez déjà que votre prélèvement ou votre reversement au titre du FPIC va progresser de ces niveaux. Donc plus 58% en 2014, plus 37% en 2015,
et plus 28% en 2016. Alors, un autre sondage est lancé pour savoir de quel côté de la balance du fonds de péréquation intercommunale se situe votre structure. Ok, alors pendant que les participants répondent au sondage, Pierre-Olivier, je vais vous transmettre quelques questions. Il y a Marie-Jeanne qui dit: je croyais que le taux de minoration était de 0,98% des RRF, source ADCF, note du 20 janvier 2014. Alors, de quelle collectivité, de quel type de collectivité parlez-vous? Si c'est pour les communes, on est clairement en dessous. ok. Si c'est pour les EPCI, on est, j'ai marqué 1,1%, on serait vers les 1, d'après nos calculs, 1,3, 1,03, 1,04. C'est pour les EPCI, elle précise. C'est pour les EPCI, ouais, d'accord. ouais. Et alors j'ai Stéphanie qui demandait pour les départements quelle est la part de minoration, 0,8% pour les communes, 1,1% pour EPCI, mais qu'en est-il pour les départements? Pour le souci de la minoration des départements, c'est qu'il n'est pas fonction des recettes réelles de fonctionnement, donc qui pourraient se calculer de manière assez simple, mais en fait il dépend de la richesse de votre population, le revenu à l'habitant sur votre territoire, et de la faiblesse du taux de foncier bâti. Donc on ne peut pas obtenir un ratio comme ça, département par département, puisque d'un département à l'autre, si vous êtes plutôt favorisé ou plutôt défavorisé, vous aurez une minoration fortement différente. Ok. Alors j'ai Joël aussi qui voulait savoir si le ratio de diminution des communes sera le même pour les communes des départements d'outre-mer. Oui, on a exactement le même mode de calcul pour les communes de métropole et pour les communes d'outre-mer. Il n'y a pas de distinction opérée. D'accord. Et donc une toute dernière question avant de reprendre. Comment va s'articuler cette minoration avec le coefficient lié à la mutualisation suite à l'obligation d'établir un schéma de mutualisation? Eh bien, en l'état actuel des choses, cette minoration vient après le calcul de votre dotation. Donc, il est totalement indépendant du coefficient de mutualisation. Hein. On calcule déjà votre dotation d'intercommunalité à compter 2015 avec prise en compte du coefficient de mutualisation. Ce coefficient de mutualisation, pour l'instant, la loi ne dit plus quelle importance il aura dans la dotation d'interco. Dans les projets de loi, on était sur 10% de la dotation d'interco répartie en fonction de ce coefficient de mutualisation. Et ensuite, une fois que l'on a calculé votre dotation d'interco, on applique cette minoration. Ok. En toute logique, plus il y a de mutualisation, plus il y a de minoration de vos recettes, et plus votre minoration de DGF sera faible. D'accord, merci beaucoup. Je vois que la plupart des gens ont voté. Je vais fermer le sondage et donc partager les résultats. Alors, comme vous pouvez le voir, donc 26% des votants sont du côté des bénéficiaires du FPIC, 38% du côté des contributeurs et 35% ne sont pas concernés. Alors selon vous, Pierre-Olivier, est-ce que c'est représentatif des collectivités et municipalités de France comme résultat? Je ne sais pas si vous... Schématiquement, on a un peu plus de bénéficiaires que de contributeurs. D'accord. Au niveau national. Ok. Donc on a surtout des bons élèves aujourd'hui alors qu'ils nous écoutent. Ok. Écoutez, je vous laisse reprendre votre présentation. Merci. Donc la loi de finances rectificative pour 2013 est venue modifier quelques éléments sur le fonds de péréquation intercommunale et communale. Tout d'abord, le montant du prélèvement va dépendre maintenant d'un indice synthétique qui est composé à 75% et non plus 80% de l'écart de potentiel financier et à 25% et non plus 20% de l'écart de revenus par habitant. Donc on a augmenté le poids de l'écart de revenus par habitant. D'autre part, le prélèvement va être plafonné à 13% des recettes fiscales du territoire et non plus 11%. Enfin, sont exclus du bénéfice, donc du reversement, les territoires dont l'effort fiscal agrégé est inférieur à 0,8 en 2014 et 0,9 en 2015. Donc, la tendance, pour le reversement, c'est de resserrer le nombre de bénéficiaires pour permettre d'avoir des montants par bénéficiaire un peu plus importants. Sur la péréquation départementale, la loi de finances pour 2014 est venue
appliquée dès le niveau des dispositifs. Au 31 décembre 2013, pas 2003, 2013, 4 dispositifs de péréquation départementale existaient. La dotation de fonctionnement minimale, la DPU, dans la DGF, et puis la péréquation des droits de mutation et de la CVAE. La loi de finances pour 2014 met en place 3 dispositifs supplémentaires. Il y a tout d'abord le Fonds de solidarité des départements franciliens, qui est alimenté par des prélèvements sur les ressources de départements, à hauteur de 60 millions, et dans la limite d'une contribution à 50% du fonds. Donc cette limite, elle est déposée pour que les Hauts-de-Seine ne contribuent pas trop à ce prélèvement. Ils sont tout de même les premiers contributeurs à hauteur de 30 millions. Paris vient ensuite à hauteur de 25 millions. Et enfin, le dernier contributeur, c'est les Yvelines, à hauteur de 5 millions. Et les principaux bénéficiaires, d'après les discussions parlementaires, seraient la Seine-Saint-Denis, à hauteur de 28,7 millions, le Val d'Oise à hauteur de 13,6 et la Seine-et-Marne à hauteur de 10,9. Donc là, on est sur un fonds de péréquation pour la région Île-de-France, pour les départements de la région Île-de-France. 2 autres fonds de solidarité ont été mis en place et eux concernent en particulier les allocations individuelles de solidarité. Il y a une part ou un fonds qui est alimenté par un prélèvement sur les droits de mutation des départements, donc de l'ensemble des départements, un prélèvement de 0,35% des DMTO, pour lequel seuls les départements dont le potentiel fiscal revisité est inférieur à la moyenne nationale. Donc, pour le calcul du prélèvement, on ne tient compte dans le potentiel fiscal, on tient compte plutôt de l'ancienne TP et de l'ancienne part départementale de la taxe d'habitation. Le législateur a souhaité revenir en arrière par rapport à la réforme de la TP. On se demande un peu pourquoi. L'autre critère, c'est que le revenu par habitant est au plus supérieur à 20%, plus supérieur de 20% à la moyenne nationale, il me manquait la phrase, sont éligibles. L'autre disposition est alimentée par un transfert de fiscalité, le transfert des frais de gestion sur le foncier bâti. Tous les départements donc recevront une part des frais de gestion sur le foncier bâti. Par contre, cette part sera pondérée en fonction de l'importance de la proportion de bénéficiaires et de l'écart de revenus par habitant. Et pour contrebalancer le prélèvement supplémentaire sur les droits de mutation, les départements auront la possibilité de relever leur taux de 3,8 à 4,5%. Autre disposition importante de cette loi de finances pour 2014, c'est la mise en place d'un fonds de soutien pour les emprunts toxiques. Il existait déjà un dispositif, mais qui s'est révélé assez peu utilisé, voire pas du tout. Et donc la loi de finances pour 2014 a créé un nouveau fonds de soutien pour les collectivités ayant souscrit des emprunts toxiques, doté de 100 millions par an et d'une durée de vie de 15 ans. Ce fonds peut verser une aide pour le remboursement anticipé des emprunts. Par contre, cette aide est calculée sur la base des indemnités dues. Donc, on vous verse une aide sur la base des indemnités dues, des indemnités notamment de renégociation. Cette aide est versée dans la limite de 45% des indemnités. Les 3 premières années d'aide d'une collectivité ou d'un EPCI, le fonds peut financer partiellement la charge d'intérêt aussi de ces emprunts. En outre, pour les collectivités et les EPCI de moins de 10 000 habitants, l'aide peut aussi servir à financer des prestations d'accompagnement de l'encours de la dette, dans la limite de 2,5 milliards par an au niveau national. Donc le processus pour bénéficier de l'aide de ce fonds, c'est d'ores et déjà de déposer une demande d'aide. Il faudra absolument qu'elle soit déposée avant le 15 mars 2015. Ensuite, de démarrer des négociations en vue d'une transaction avec la banque, car l'aide n'est apportée qu'aux collectivités qui sont sur le point de conclure une transaction. Ensuite, troisième étape, transmission au service de l'État de ce protocole de transaction, et notamment de l'indemnité de remboursement anticipé. Et enfin, versement de l'aide avant la signature de la transaction. Donc, on a dans la loi un calendrier, en quelque sorte, un processus à suivre pour bénéficier du fonds. On n'a par contre aucun élément sur le critère de répartition. Le montant de l'aide est laissé à la discrétion du ministère du Budget et du ministère de l'Intérieur.
troisième sondage a été posé. Votre structure est-elle concernée par les emprunts toxiques? Alors, pendant que les sondés répondent, je vais donc transmettre de nouvelles questions de participants. Alors, Marie-Claude cherchera à savoir si le FNGIR doit-il être pris en compte dans les atténuations de produits. En l'état actuel des textes, oui. FNGR et DCRTP. Ok. Enfin, du coup, pardon, juste le FNGR, puisque le DCRTP n'est pas un prélèvement. D'accord. Et Sandra souhaiterait savoir si les critères et leur répartition vont se stabiliser afin de faire une prospective cohérente. Je pense que c'est... Malheureusement, j'ai bien peur que la loi de finances pour 2015 bouleverse encore un peu ces systèmes. On le voit, notamment les critères de répartition de l'amélioration, les recettes réelles de fonctionnement du budget principal. On n'est pas encore sur un périmètre bien stable, notamment parce que la prise en compte des recettes exceptionnelles n'est pas très cohérente. Pour les régions, la prise en compte des opérations d'ordre, des recettes d'ordre, là non encore n'est pas cohérente. Donc il y a quand même fort à parier qu'en loi de finances pour 2015, des ajustements soient effectués sur les recettes de fonctionnement à prendre en compte pour le calcul de l'amélioration. D'autre part, suite à l'annonce du président en début d'année d'une recherche d'économie de 50 milliards, on peut se demander si l'amélioration en 2015 serait de seulement 3 milliards. Et s'il n'y aurait pas au contraire une amplification. Ok. Alors, quant au sondage, donc je ferme et je partage les résultats. Donc, 88% des participants à la conférence votant donc ne sont pas concernés par les emprunts toxiques. Et donc 12% le sont. Est-ce que ça correspond à peu près à la moyenne nationale, selon vous? Sur la moyenne nationale, non, on est un peu plus élevé sur le nombre de collectivités concernées. D'accord. Mais tant mieux pour nos auditeurs. Ok. Bon bah je vous laisse continuer pour la fin de la présentation. Merci. Donc nous avons vu l'ensemble des mesures relatives à la péréquation et à la DGF dans la loi de finances pour 2014 et dans la loi de finances pour rectificatif pour 2013. Les mesures fiscales qui ont été mises en place, donc c'est la revalorisation forfaitaire des valeurs locatives. C'est une énième révision de la base minimum pour la cotisation foncière d'entreprise. C'est des dispositifs ensuite, des corrections législatives, notamment sur le délai de maintien de la ROM en cas de fusion, sur des révisions sur la tome incitative, et puis la correction des FNGR, des CRTP et une modification de la répartition de la cotisation à la valeur ajoutée entre les territoires. Donc sur le coefficient de revalorisation forfaitaire des valeurs locatives, qui s'applique donc aux bases, il a été fixé en loi de finances pour 2014 à plus 0,9%. Plus 0,9%, l'inflation en loi de finances pour 2014 est à 1,3%. Par contre, il a été constaté sur l'exercice 2013 que le coefficient de revalorisation avait été un peu trop élevé par rapport à l'inflation définitive, et du coup, votre coefficient de revalorisation pour 2014 a été diminué de cet écart d'inflation constaté en 2013. Donc 2014, majoration des bases de plus 0,9%. À cela s'ajoutent en plus les éventuelles modifications des locaux. Sur la révision de la cotisation minimum, donc une nouvelle modification qui est venue cette fois au bénéfice, qui vient plutôt cette fois au bénéfice des petits contributeurs. En raison des inégalités d'imposition et notamment de l'insuffisance de la prise en compte de la capacité contributive, un nouveau barème a été mis en place qui fixe 6 tranches de base minimum au lieu de 3, notamment dans la catégorie des contribuables qui réalisent moins de 100 000 euros de chiffre d'affaires. 3 sous-catégories ont été mises en place. L'objectif de cette révision, c'est globalement d'abaisser la base minimum et donc la cotisation applicable pour les contribuables à faible chiffre d'affaires.
on a ici les bases minimums qui peuvent être votées, telles qu'elles figurent dans l'article 76 de la loi de finances pour 2014. À côté de cela, et plutôt en contrebalance de la mise en place de 6 tranches de cotisation minimum, le législateur est venu supprimer quelques dispositions, par exemple, suppression de l'exonération de 2 ans de la cotisation foncière des entreprises pour les auto-entrepreneurs. Les auto-entrepreneurs créés en 2013 restent exonérés en 2014, de même que ceux qui ont été créés en 2009 et 2010. Par contre, pour ceux qui ont été créés avant 2014, l'exonération n'est compensée qu'à 50% par l'État. Donc les 50% restants de l'exonération seront à la charge des collectivités. D'autre part, puisque le législateur a augmenté le nombre de tranches, notamment pour les petits contribuables, on supprime la possibilité de réduire de 50% les bases minimums pour les activités ayant un chiffre d'affaires inférieur à 10 000 € ou les activités à temps partiel. Enfin, les hausses de cotisation, suite à la mise en place du nouveau barème, peuvent être prises en charge par la collectivité par délibération, maintenant le délai passé, et par délibération prise avant le 21 janvier 2014. C'est la même disposition que celle qui existait en 2013. Enfin, toutes les délibérations prises avant le 31 décembre restent applicables. Par contre, on abaisse les plafonds qui existaient au nouveau seuil. C'est-à-dire que toutes les délibérations qui ont été prises restent applicables, et dans la limite des nouveaux seuils, des nouveaux plafonds de cotisation établis par la loi. Donc la conséquence de cette augmentation du nombre de tranches de cotisation, de tranches de chiffre d'affaires et de tranches de cotisation minimum, c'est l'abaissement des cotisations pour les petits contribuables et, d'une manière générale, la diminution du produit de cotisation foncière des entreprises pour 2014. À noter que pour les EPCI qui passent en fiscalité professionnelle unique ou qui adoptent le régime de la fiscalité professionnelle unique, le législateur a mis en place la possibilité d'harmoniser sur 10 ans, comme l'harmonisation du taux de cotisation foncière des entreprises, donc d'harmoniser sur 10 ans maximum les bases minimums appliquées sur le territoire des communes membres, à la condition que l'écart entre la base la plus faible et la plus forte votée sur le territoire, la base minimum, soit supérieur à 80%. Cette possibilité d'harmonisation progressive a été étendue aussi au cas d'adhésion, de changement de périmètre, de création de communes nouvelles et aux EPCI qui n'avaient pas encore de politique de création de cotisation minimum, avec, pour ces derniers, la rétroactivité, puisque ceux qui ont voté une cotisation minimum en 2013 auront quand même la possibilité de mettre en place ce mécanisme de convergence. Autre point intéressant dans la loi de finances pour 2014, c'est la possibilité de maintenir la ROM pour un EPCI qui fusionne pendant 5 ans. Jusqu'à présent, en cas de fusion d'EPCI, et lorsque les EPCI précédents percevaient la TOM ou la ROM, le nouvel EPCI avait en fait 2 ans pour choisir entre les deux taxes. Pour la TOM, la possibilité était de 5 ans, et pour la ROM, le PCI devait se choisir dans les 2 ans. Ce qui veut dire qu'en cas de coexistence de la TOM ou de la ROM, finalement, le PCI n'avait que 2 ans pour choisir, et pendant ces 2 ans, percevoir ces deux taxes. La loi de finances pour 2014 est venue, quel est le régime et la durée de la ROM sur celle de la TOM. Et donc, sur un territoire où la TOM et la ROM sont présentes, le nouvel EPCI pourra, à compter du 1er janvier 2014, en l'absence de délibération institutive d'un mode de financement, TOM ou ROM, pourra percevoir à la fois la TOM et la ROM pendant un délai maximum de 5 ans. Cette possibilité a aussi été étendue au cas d'adhésion de communes. Sur la TOM incitative, donc mesure qui existe depuis 2013, quelques modifications ont été apportées. La principale, à mon sens étant, la possibilité en fait de fixer la part de la tarification incitative sur la base de plusieurs tarifs en fonction du volume, du type de déchets, de la quantité de déchets produits, voire du mode de collecte. Donc la part incitative n'a plus à être calculée sur un seul tarif, mais on peut appliquer différents tarifs. Par contre, le législateur a supprimé la possibilité de calculer la part variable
de la tome incitative en fonction du nombre d'occupants d'un logement. Donc la part variable, c'est forcément en fonction des déchets, que ce soit du type de déchet, de la quantité produite ou du mode de collecte. Cette part variable de la tome incitative doit représenter entre 10 et 45% du produit de la tome. Enfin, les collectivités ont la possibilité d'exonérer les constructions neuves pour la première année suivant l'achèvement de la construction. Sur le FNGR et la DCRTP, là on est sur une correction de mesure, puisque à compter du 1er janvier 2014, on recalcule les FNGR et la DCRTP pour les cas de dissolution de PCI ou de retrait d'une commune d'un EPCI au 1er janvier 2011. En effet, au 1er janvier 2011, en cas de dissolution ou de retrait, le FNGR et la DCRTP étaient répartis à la population. Cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel, la loi a été modifiée, et depuis le 1er janvier 2012, en cas de dissolution ou de retrait, on recalcule l'intégralité des gains et des pertes suite à la réforme de l'ATP. Donc une situation beaucoup plus juste. Par contre, cette nouvelle disposition n'était pas rétroactive, c'est-à-dire que pour les communes qui s'étaient retirées en 2011 d'un EPCI ou les EPCI dissous en 2011, leur FNGR et leur DCRTP restaient calculés en fonction de la population. La loi de finances pour 2014 vient corriger cette mesure et, à compter du 1er janvier 2014, les collectivités qui se sont retirées d'un EPCI en 2011 ou les EPCI dissous en 2011, pour toutes leurs communes membres, leur FNGR sera recalculé en fonction des gains et des pertes suite à la suppression de la taxe professionnelle. Donc, on corrige cette erreur pour toutes les années futures. Par contre, il n'y a pas de rétroactivité dans le sens où on ne vous réattribue pas les montants 2011 à 2013 calculés suivant les gains et les pertes et que vous auriez dû normalement recevoir. Sur la répartition de la cotisation à la valeur ajoutée, la cotisation à la valeur ajoutée, donc elle est répartie en fonction des effectifs et des valeurs locatives de foncier bâti. Le souci, c'est que la connaissance des effectifs et donc des employés dépend d'une déclaration des entreprises qui n'est pas forcément faite. Et donc, en l'absence de déclaration sur les effectifs, la totalité de la CVE est répartie au prorata des valeurs locatives de foncier bâti. Dans ce dernier cas, les valeurs locatives des sites industriels étaient valorisées, étaient pondérées par un coefficient 2, donc étaient doublées. La loi de finances pour 2014 a souhaité prendre en compte de manière un peu plus importante les sites industriels, et donc leurs valeurs locatives sont multipliées par un coefficient de 5. Donc les territoires d'implantation d'usines et autres sites industriels recevront à compter de 2014 un peu plus de CVE, et donc au détriment des autres territoires. Enfin, nous allons aborder les mesures diverses établies en loi de finances pour 2014 et loi de finances rectificative pour 2013. Tout d'abord, la taxe d'aménagement, la possibilité de reverser à l'EPCI la part communale de la taxe d'aménagement par délibération concordante, en justifiant ce transfert par la charge de l'EPCI sur le territoire de la commune et les compétences de cette EPCI. D'autre part, la CVAE et la TIPP seront versées par 12e, donc l'instauration des 12e mensuels. Enfin, le transfert automatique de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité au syndicat intercommunal, EPCI ou au département, qui est compétent en autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité. Donc, à compter de 2014, transfert automatique de cette taxe communale sur la consommation finale d'électricité. D'autre part, là on est sur une correction, possibilité pour les communes qui étaient isolées au 1er janvier 2011 et qui donc ont bénéficié de la totalité de la quote-part départementale de la taxe d'habitation, de réduire automatiquement leur taux de TH s'ils intègrent un nouvel EPCI à compter du 1er janvier 2014. En effet, une commune qui était isolée a reçu l'intégralité du taux départemental de la TH, et lorsqu'elle rejoint un EPCI, les taux de l'EPCI, les taux additionnels, tenant compte d'une partie du taux départemental de la taxe d'habitation, s'appliquent sur le territoire de cette commune. Compte tenu des règles de lien entre les taux, la commune n'avait pas forcément la possibilité de neutraliser et de diminuer suffisamment son taux de taxe d'habitation pour neutraliser ces effets. À compter du 1er janvier 2014, les communes qui étaient isolées au 1er janvier 2011 et qui rejoignent un EPCI verront leur taux de taxe d'habitation 2014 automatiquement réduit
de la quote-part du taux départemental transféré à l'EPCI. Enfin, le taux de FCTVA, qui compte tenu de l'augmentation du taux de la TVA, passe à 15,761%. Donc voilà l'ensemble des dispositions sur la loi de finances pour 2014 que j'ai essayé de faire tenir en un peu moins d'une heure. Ok, merci beaucoup Monsieur Offert. Oui, donc si vous voulez en savoir plus, VK propose différentes solutions. Donc vous avez notamment l'ouvrage Service documentaire pratique des finances territoriales, auquel d'ailleurs Monsieur Offert a participé. Je vous envoie via la fenêtre de chat les liens vers l'ensemble de ces solutions que je vais évoquer. Vous avez également une belle offre de formation, notamment Conseil général de Seine-Saint-Denis contre Dexia, une opportunité de renégociation de vos prêts bancaires suite à l'arrêt du TGI de Nanterre, définir et piloter sa stratégie financière de moyen terme et optimiser la gestion de la dette de trésorerie. Donc les prochaines dates de ces formations sont respectivement les 4 avril, 24 mars et 15 mai prochains. Et c'est pas dans le slide, mais vous avez aussi le cycle de formation certificat d'études politiques en management des finances territoriales, qui est une offre de formation beaucoup plus lourde proposée par VK, hein, ça s'étale sur une dizaine de jours, dont je crois M. Offert est un des formateurs. Je vous envoie le lien également via la fenêtre de chat sur le côté, voilà, si ça vous intéresse. Voilà, donc maintenant on peut pas passer à la séance de questions-réponses. Alors j'ai Sandra qui voulait savoir pour la cotisation minimum, les collectivités vont être obligées d'augmenter la pression fiscale sur les barèmes supérieurs. La prise en charge de cette exonération n'avait pas été évoquée pour le bloc communal. Je n'ai pas entendu la fin, la prise en charge de cette exonération N'avait pas été évoquée pour le bloc communal. Et le principal souci, c'est que la prise en charge des hausses de cotisation nécessitait une délibération avant le 21 janvier 2014. Donc on est maintenant hors délai. Ok. Une question de Marie-Jeanne qui veut savoir, alors le recalcul des FNGIR et des CRTP pour les EPCI fusion-création vont-ils impacter les autres PCI car ce sont des fonds fermés de péréquation horizontale? C'est une très bonne question. Il est vraisemblable que notamment pour le FNGIR, les prélèvements au titre du FNGR ne soient pas touchés puisqu'on observe la situation au 1er janvier 2011, donc suite à la suppression de l'ATP. Le FNGR vient prélever les gains suite à la réforme de l'ATP. Donc, si le PCI ne change pas de périmètre, son gain suite à la réforme de l'ATP n'a pas varié. Donc ce sera plutôt la dotation de compensation de la réforme de l'ATP, hein, le fonds qui est versé par l'État, qui lui variera, puisque de toute façon c'est déjà son mode de calcul. Il est calculé comme le manque à verser aux collectivités perdantes à la réforme de l'ATP. Ce sera l'État qui comblera le manque. D'accord, ok, merci. Alors j'ai Thierry qui me demande de vous demander de parler un petit peu moins vite, s'il vous plaît. Pardon. Autre question, ou plutôt une remarque de Philippe, concernant le transfert de la TCCFE, il me semble qu'elle sera effective à compter du 1er janvier 2015, dit-il. Voilà. Je ne sais pas si vous confirmez. Le transfert de là TCCFE. De la CCFE. Ouais. De la CVE de quoi TCCFE. Alors après, il y a peut-être une... Ah, la taxe, d'accord, la ouais. taxe sur la consommation oui, je crois bien, oui. 1er janvier 2015, c'est bien 2015. Ça ouais. Ok. Et une question de Stéphanie, pour les départements, quand est-ce que les montants du FNGIR et de DCRTP seront-ils figés? Je n'ai pas la réponse. Ok. Alors, on devrait arriver maintenant en 2014. L'ensemble des éléments relatifs à 2011 sont connus, sont figés. On ne devrait plus avoir de variation. Ok.
Une question de Noël qui a été posée en amont à la conférence. Nous souhaiterions avoir des précisions sur le calcul de la réduction du DGF et notamment des minorations des reversements de fiscalité, entre parenthèses AS, DSC, FNGIR, FPIC. Nous constatons que plus un EPCI sera intégré à l'intérieur de son budget principal, plus forte sera sa réduction de DGF, contrairement à une gestion par budget annexe. Exactement, c'est bien ce que je disais. Puisqu'on prend en compte l'ensemble des recettes réelles de fonctionnement, par exemple pour le cas des OM que je citais, un EPCI qui gère les OM par la taxe, et non pas par la ROM, sera négativement impacté sur sa DGF. Maintenant, la plupart des services d'importance sont quand même gérés en budget annexe. Les autres, qui n'ont pas de recettes spécifiques, donnent lieu à une retenue sur attribution de compensation, donc qui vient en diminution des recettes de fonctionnement. Donc, les services qui seront principalement négativement impactés, ça sera vraiment des services qui ont des recettes propres. Et typiquement, les autres ménagères en sont un. Ok, merci. Alors, une question de Marie-Jeanne qui voudrait savoir que penser de l'avenir des allocations compensatrices et du remboursement par l'État des exonérations qu'il accorde aux ménages et entreprises. Dans le cas où l'État se désengagerait, les collectivités auront-elles la possibilité de revenir dessus? Alors je suppose que vous voulez parler des compensations d'exonération, des compensations fiscales. On est de toute manière dans une diminution planifiée et une extension de ces compensations, hein, puisque là on est sur quand même une diminution de moins 22%, c'est-à-dire qu'à ce rythme, dans 4 ans, il n'y a plus rien. Il est fort probable en plus que compte tenu de la contrainte budgétaire de l'État, on aille sur un rythme un peu plus fort les années suivantes. Ce qui veut dire que les exonérations continueront à être maintenues, mais représenteront une charge pour les collectivités, puisqu'elles ne seront plus compensées. Ok. Alors, question de Stéphanie, et ce sera la dernière question puisqu'il est déjà midi, donc on arrive à la limite de notre conférence. Seuls les départements concédants peuvent percevoir la part communale de TCFE. Comment savoir si notre département est concerné? Doit-il avoir un budget annexe à ce titre? Alors, je ne crois pas que ce soit géré en budget annexe. Je vous avoue que je ne le sais pas. Si votre département est concerné, vous allez le voir déjà dans votre budget principal, l'ensemble de ses recettes. Ok. Bon, bah écoutez, Là, sur... je crois qu'il faudra... oui. Non, je vous en prie, continuez. Non, je veux dire, il faudra voir avec les services concernés au sein de votre collectivité. Je ne sais pas si la gestion budget annexe est obligatoire. Ok, d'accord. Bon, bien, merci beaucoup. Eh bien, je vous remercie à tous pour votre attention. Voilà, en 1 heure, on a tenu les délais. Merci beaucoup à Monsieur Offert pour cette intervention. Vous retrouverez l'enregistrement, donc, hein, comme je disais, en début d'intervention. On vous l'enverra dans les jours à venir, au plus tard la semaine prochaine. L'enregistrement. Si toutefois vous avez des renseignements à demander sur les solutions VK que j'évoquais tout à l'heure, que ce soit les bases documentaires ou de formation, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis si vous avez d'autres questions concernant le fond également de la conférence, vous pouvez donc, comme je disais, aller sur le forum VK, www.vk.fr/forum/ où on essaiera de répondre à vos questions relatives à la conférence le plus rapidement possible. Voilà, merci beaucoup à tous. J'interviens sur la partie finance et comptabilité, donc effectivement au sein du forum, vous pourrez poser vos questions dans la catégorie finance et comptabilité pour que je vous réponde directement. Voilà, bah c'est parfait. Bon appétit à tous et très bonne fin de journée, ou très bonne journée tout simplement. Au revoir Monsieur Offert et merci beaucoup à vous. Merci, au revoir. Au revoir.